Vous êtes en débutant déjà? Oui. Ouais. Tout début. Oui, on Ça a fait 9 heures, là, il y a pas fait, longtemps. Le film sort quand déjà? le 23 mars. Cinéma, on l'a bien posté. Hein. J'ai lu que vous aviez écrit le film en Bretagne. Oui, je l'ai écrit. Où et Alors, pourquoi? parce que moi je viens sur la côte d'Émeraude depuis que je suis né pour des raisons familiales et donc je suis venu m'isoler ici pour l'écrire, adapter la bande dessinée de Camille Jourdi. Pour nous, la côte d'Émeraude. Alors je viens à Saint-Lunaire. Donc à la plage, on est amis. à côté de la grotte des Frères Lumière, À côté de la grotte, elle est où la grotte des Frères Lumière là, j'ai l'impression. Saint-Énogat, non? Ah non, Côté de Dinard, non, c'est je crois. plutôt plage des Grands Champs et tout ça, quoi. Je vais vous mettre une photo. Ça filme. Ok, d'accord. La grotte des Frères Lumière, en fait, je la vois pas. Je viens pour Tornade depuis C'est que je vrai, suis né, ça. mais je crois que je ne la vois pas. Ou alors j'ai dû refouler ça, je me souviens pas où c'est. Ça me dit rien. Bah, c'est là qu'ils ont découvert le procédé en fait Ah oui. photographique. Ah ben, je crois que je ne savais pas. Ils ont inventé le cinéma, enfin directement. Ouais. On ira en pèlerinage. Oui. Il y a une Et plaque donc, sur la plage, il y a une plaque. Je sais pas, je suis jamais allé, mais Donc quand j'ai commencé l'adaptation de la BD, oui, enfin, plusieurs fois, je suis venu régulièrement écrire ici, à Saint-Lunaire. combien de temps ça a pris? Un scénario, c'est en gros, c'est 10 mois. Enfin, ça dépend des scénarios, mais oui, c'est enfin une petite année, on va dire. C'est votre premier film, alors pourquoi ce sujet? Pourquoi partir sur une adaptation de BD? Vous ne vouliez pas partir sur quelque chose de plus... Bah, la réalité, c'est que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette. Moi, je suis scénariste depuis une quinzaine d'années, et cette bande dessinée-là de Camille Jourdi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette histoire, parce qu'elle touchait ma sensibilité, que je me suis attaché vraiment à ces personnages, qui avaient un ton qui correspondait à ce que je pouvais avoir envie de faire, et je sentais que ça pouvait être à la fois une adaptation, mais aussi personnelle dans la façon de le traiter, et voilà, et qu'il faut beaucoup d'énergie pour se lancer dans l'aventure d'un film, encore plus quand c'est son premier, et voilà, ça me parlait. Ça me Par parlait. rapport à vos différents scénarios, c'est très différent même dans le style. C'est différent dans le style, oui, tout à fait. Mais voilà, là, je voulais trouver quelque chose qui... Les gens, après, c'est les gens qui voient le film et qui me connaissent trouvent que ça me ressemble. Et ça ressemble évidemment à la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est tout à fait fidèle à l'œuvre de Camille Jourdi, et en même temps, la façon dont je l'ai adapté, bon, voilà, à un moment, il y a quelque chose qui m'échappe, mais ça ressemble à ce que je suis comme voilà, je crois. Parce que l'attachement qu'on peut avoir sur ces personnages, ce ton entre la comédie, l'émotion, et le fait qu'il y ait une histoire aussi qui avance en permanence, je pense que y retrouver pas mal de moi. Voilà. Et après, moi j'ai eu la chance comme scénariste de travailler sur des choses assez variées, parce que j'ai des goûts éclectiques et parce que voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs différents, et que je peux aimer m'exprimer aussi bien dans la comédie aussi que dans des films plus noirs ou plus... j'ai fait du film d'aventure, des films policiers. Mais voilà, je savais que pour mon premier film comme réalisateur, je voulais trouver quelque chose de personnel, même si c'est une adaptation. Il y a beaucoup de films qui sont des adaptations. C'est quand même très fréquent au cinéma depuis toujours, en fait. Et vos scénarios justement précédents, c'était des commandes ou des propositions de votre part? C'était la plupart du temps des réalisateurs qui venaient me trouver, ou parfois des producteurs, et voilà, en fonction de la rencontre et de l'envie d'un sujet, je travaillais avec eux, ou parfois seul, ou en coécriture. Donc ça part d'un désir de ma part, mais qui répond au désir d'un réalisateur souvent. Et est-ce que justement vous êtes également auteur, donc c'est adapté d'un roman graphique. Est-ce que vous avez travaillé tout seul ou vous êtes travaillé tous les trois, Camille Jourdi, vous Non, j'ai travaillé tout seul. D'accord. J'ai travaillé tout seul. J'ai rencontré. Non, j'ai pas travaillé avec Yann au scénario. En fait, moi, j'ai rencontré Camille Jourdi avant de me lancer dans l'aventure. Parce que avec les producteurs Michael Gentil et Charles Gilibert, voilà, c'était tout à fait normal que je rencontre l'auteur. Je voulais lui expliquer, enfin, elle ne me connaissait pas, j'avais envie de lui expliquer pourquoi j'avais envie d'adapter son œuvre, ce que j'avais en tête.
Et on s'est bien entendu. Et plus tard, quand j'ai eu écrit le scénario, je lui ai fait lire. Ça me paraissait normal. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'elle me dise que ça lui est vraiment plu. Et puis voilà, ensuite je me suis lancé dans le casting. Et j'ai rencontré Kian, on se connaissait pas. On a appris à faire connaissance. Et je lui ai expliqué ce sur quoi j'étais en train de travailler, qui j'étais. Et puis quelques semaines après, je lui ai fait lire le scénario et j'ai eu la chance qu'il me dise oui, et qu'il me fasse confiance. Sur quels critères vous avez dit oui alors? 8. Il y a 8 critères. Non, j'avance vraiment au feeling quand j'ai pas de plan de carrière ou quoi que ce soit. C'est juste la rencontre avec Julien, puis l'histoire très bien écrite, hyper séduit par les ressorts scénaristiques qu'il y a dans l'histoire. Déjà, rien qu'à la lecture, elle est captivante cette histoire. Et j'avais envie de partager ce personnage aussi avec Julien, progresser, aller dans un domaine où j'ai pas forcément l'habitude d'aller parce que je suis extrêmement motivé par la nouveauté. Faire quelque chose que j'ai déjà fait, ça m'intéresse beaucoup moins que de faire un truc que j'ai jamais fait, me lancer. Donc c'est un peu terrifiant, beaucoup de trac, mais quand tu travailles avec un mec comme Julien Rapneau, c'est cool, il y a quelqu'un qui te fait confiance et qui te pousse à aller vers aller plus loin que ce que tu aurais pensé, et ça me touche parce que j'ai l'impression qu'il m'a filmé des moments de moi que j'arrivais pas à assumer. Donc c'est assez touchant. Vous connaissiez la BD? Non, pas du tout. D'ailleurs, il m'a dit, la lis pas tout de suite. Je l'offre, mais la lis pas tout de suite, tu la liras après et tout. Vous l'avez lu seulement après alors? Je l'ai lu pendant le tournage. Pendant le tournage? Ouais. Vous étiez de toute manière... J'avais déjà le personnage, j'avais déjà trouvé un personnage et il m'avait dit, si tu veux... Je te force pas, Ouais, on a fait beaucoup de lectures, on l'a trouvé ensemble, le personnage. Donc le personnage finalement est un peu curieux. Oui. Je dirais presque voyeur. Mm-hmm. Donc quelque part ça ressemble un petit peu à votre comportement. Vous trouvez? C'est ce que vous venez de nous dire. Vous êtes curieux. Ah oui, je suis très curieux. Mais j'ai surtout le ressort principal du personnage, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, peut-être lui, qui l'attend ailleurs. Cette vie qu'on lui a dit, sa mère lui martèle en disant mais t'as tout ce qu'il faut. Vous savez, on nous a souvent dit ça. Je pense n'importe quel moment de nos parcours, à un moment donné, on se met tous un peu en cause. Dans tous les métiers, qu'on soit vendeur de vitres ou auteur, ou enfin, à un moment donné, on se dit est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire? Je pense que tout le monde se pose cette question, et il y a des gens qui sont complètement dans leur vie et il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qui se recherchent et il y a cette intime conviction de dire il y a quelque chose qui m'attend ailleurs. Et voilà, les 3 personnages de Rosalie Bloom, dont Rosalie Bloom, le personnage d'Aude joué par Alice Isaz et le mien, ce sont des personnages qui attendent le fameux déclic pour se réaliser. Est-ce que ce des sortes de rebelles? Rebelles? Ouais, mais inversé en fait, c'est-à-dire que Ils sont anti-rebelles, ils sont chacun se conformer à ce que la société pourrait leur demander d'être, en tout cas, oui, un peu. En tout cas, ils sont pas, par exemple, probablement dans la ville dans laquelle ils sont, ils peuvent être considérés un peu comme atypiques, même si ça ne se voit pas forcément en apparence. Vincent, le personnage de Kian, Vincent Machaut, a une petite vie rangée, il est coiffeur, il vit en dessous de chez sa mère, qui est possessive et farfelue, mais finalement, il aspire à autre chose et il a une vie intérieure plus riche que ce qu'il me laisse penser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a l'audace un peu saugrenue de se mettre à suivre cette Rosalie Bloom, parce qu'il a envie de savoir où il l'a vue et de pimenter sa vie. Mais les rebelles par nature, ça existe très peu. Il y a des rebelles, mais j'ai l'impression on place toujours le rebelle comme quelqu'un qui est contre le système, tout ça. Je pense que la plupart des gens dont on fait partie, tous ensemble, enfin autour de cette table, c'est qu'on est dans la normalité en se disant voilà, il y a des choses qu'on n'accepte pas, mais on va pas se rebeller, on va essayer d'aménager les choses, puis à un moment donné, on va peut-être en avoir ras-le-bol et opérer des choix et arrêter que les autres fassent des choix à notre place. Mais ça passe par une sorte de quotidien, de train-train, et c'est plus dans ce sens-là. Oui, c'est pas une rébellion. C'est pas une rébellion, dans le sens c'est plus un chemin de normalité surtout, enfin entre guillemets, ça n'existe pas forcément, mais pour ceux qui ont lu Freud d'ailleurs, j'espère que vous avez lu Freud avant de venir. Non mais il revient souvent dans les interviews. Voilà, non mais c'est le côté genre comme tout le monde je dois faire des choix, comme tout le monde j'ai pas envie de faire des choix, comme tout le monde je laisse les autres choisir pour moi, et comme tout le monde un jour j'essaie de me révéler. Le chemin fait de négociation et de diplomatie. C'est ça, c'est toujours plus simple en théorie que en pratique.
D'ailleurs, sa mère lui dit à un moment, je crois, tu as tout, quoi. C'est Ouais. ça, hein, t'as tout. Et quelque part, il peut se résigner en se disant, oui, finalement, j'ai tout. Oui, c'est vrai. J'ai Mais on j'ai est tous un peu comme ça. là, On est tous j'ai- un peu. C'est ça qui est beau dans l'écriture de Julien, c'est que il y a cette intimité révélée de manière humble, sans donner des leçons, où il y a ce déclic de trois personnages qui sont vraiment différents, mais qui sont reliés par leur intimité, ce côté de se révéler, se réaliser. Ils sont tous à un moment un peu en pause dans Ouais. leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'avancent plus et ils n'ont plus forcément plus suffisamment d'entrain. Ils ont soit par des blocages familiaux, soit par la peur de bouger, mais finalement, cette étrange histoire de filature et le côté ludique qui va en découler va remettre du mouvement et du lien dans la vie de ces trois solitudes, en fait. Et tout ça sur un mode où il y a à la fois de la comédie, voilà, au service de la comédie, l'émotion, du suspense, c'est par petites touches que se dessine tout ça. Comme ça part d'une adaptation de BD, qui dit BD dit souvent c'est des personnages qui sont assez marqués, avec une écriture assez BD du coup. Sur quels critères du coup vous avez constitué votre casting, que ce soit Alice Izaz, Kian, Philippe Regaud, Anémone, Sarah Giraudot? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de chacun des personnages? Bien sûr. Déjà, moi, j'ai pas pensé. Évidemment, j'ai pas vraiment pensé au film comme adaptation de BD. J'y ai pensé comme adaptation d'histoire. En fait, je trouve que le roman graphique de Camille Jourdi, il a une vraie dimension littéraire et justesse sur les personnages. Et du coup, c'est pas tant l'aspect BD qui m'a attiré que vraiment le travail littéraire et l'histoire, en fait. Donc comment j'ai trouvé les acteurs, pourquoi j'ai choisi Kian, je cherchais un Vincent Machaut qui est à la fois de la fragilité et du charme, quelqu'un pour qui on a tout de suite de l'empathie, parce que le personnage est assez introverti, un peu mystérieux à lui-même presque dans cette première partie de film, et je trouve que Kian dégage ça. Je l'ai découvert dans Bref dès le début de la diffusion sur Canal+, au Grand Journal. Et tout de suite, j'ai aimé ce qu'il dégageait, j'ai aimé sa façon de jouer, sa voix, et j'ai eu envie de le rencontrer. Je trouve qu'il a à la fois de la fragilité, du charme et de la rêverie en lui, Kian. Pour Rosalie Bloom, je me suis très rapidement tourné vers Noémie Lovski, que j'admire beaucoup comme actrice et comme réalisatrice. Je voulais quelqu'un qui est elle dégage un peu de choses, vraiment beaucoup d'émotions, on sent que dans les non-dits, tout ce qui a pu se passer dans la vie de cette Rosalie Bloom. Et puis elle a aussi de la fantaisie, quand il le faut, Noémie, et de l'énergie. Donc voilà, voilà pourquoi je lui ai proposé Rosalie Bloom. Alice Izaz, je l'avais découverte dans La crème de la crème de Kim Chapiron. Je me suis dit, mais cette fille, elle est incroyable, parce qu'elle est à la fois très jolie, mais elle a cette voix un peu éraillée qui tranche un peu avec son physique, et puis elle est très instinctive. Là, je les trouve, j'ai été vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi, mais j'ai été encore plus agréablement surpris quand j'ai vu à quel point elle apportait aussi de l'émotion dans la façon de jouer le personnage de Aude. C'est vraiment une super comédienne. Il fallait composer un trio de copines parce elle a deux copines, le personnage de Aude dans le film, sont jouées par Sarah Giraudot et Camille Rutherford. Donc j'ai fait un casting avec une directrice de casting qui s'appelle Gigi Akoka, on a fait passer des scènes à plein de comédiennes, et puis celle qui me plaisait le plus, j'ai rencontré, j'ai refait passer des essais, et voilà, tout de suite, je trouvais Sarah Giraudot, elle a une fantaisie, une originalité dans ce qu'elle apporte, elle crée, elle invente tout le temps des choses. Camille, je la connaissais pas, elle a une vraie identité, une vraie personnalité, c'est une super comédienne. Il fallait que ça marche entre elles, donc on a fait des lectures, enfin une lecture, je voulais il fallait presque qu'elles deviennent copines dans la vie, les filles, pour que ça marche. Donc c'est ce qui s'est passé. Philippe Regaud, qui joue le colocataire de Aude, on l'a vu dans pas mal de seconds rôles au cinéma ces dernières années. Il a une justesse et puis une fantaisie, et puis il est totalement
il dégage, c'est une vraie personnalité, c'est une nature, on va dire. Il dégage presque ça aussi dans la vie. Et donc, je lui ai proposé le rôle de colocataire, qui est ce personnage un peu marginal, qui a un projet de monter un spectacle de rue totalement farfelu. Et il est à la fois, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est à la fois très drôle, mais il est vrai. C'est-à-dire il le joue pas dans la caricature, je trouve. On arrive à croire à ce personnage. Et Anémone, on ne présente plus Anémone, elle est, voilà, je voulais que la mère de Vincent, le personnage de Simone, elle a un côté farfelu, parce qu'elle joue avec ses poupées, enfin, elle a son monde à elle. Mais pareil, je voulais qu'elle sonne vraie, et qu'elle soit pas dans la caricature de la mère fofolle. Et parce qu'elle a aussi quelque chose de sombre aussi, cette Simone, et en même temps de fragile. Et Anémone, elle a c'est une grande actrice, vraiment. Et puis en plus, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Donc, et c'était très agréable de pouvoir mêler, il y a Nicolas Bridet aussi, qui joue le cousin de Kian, qui est un acteur que je trouve très bon. Et voilà, c'était agréable de pouvoir mêler les différentes générations de comédiens, et puis de familles de cinéma différents aussi, et que ça prenne entre eux, voir Kian, qui est de la nouvelle génération, avec Anémone, l'époque du Splendide, c'est super. Et pareil, Kian et Noémie, ils viennent pas des mêmes familles de cinéma, et ça s'est très bien passé entre eux. Alors vous parlez de faire prendre la sauce, on est en cuisine. Comment vous faites pour raconter 3 histoires sans trop nous embrouiller? On n'a qu'1 heure et demie pour faire tout ça, et finalement on s'en sort pas trop mal, quoi. Donc merci déjà, si on s'en sort pas trop mal. Et le but, c'est le scénario, enfin pas que le scénario, mais ça se joue beaucoup à l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui se décident, y compris d'ailleurs de la mise en scène. Donc comme c'est un film toute la difficulté de ce film, c'est qu'il doit être sur le ton juste, puisque comme il est à la fois, il y a de la comédie, de l'émotion, du suspense, et que c'est d'une certaine mesure parce que un objet assez singulier, on peut pas vraiment, ça ressemble pas forcément à d'autres. C'est vrai que j'ai jamais vu ce type de film, jamais vu ça, jamais film. Il faut trouver la note juste, sans tomber, sans déséquilibrer, en se disant. Et c'est comme un puzzle qui se construit peu à peu et qui se révèle peu à peu. Donc c'est un rythme général du récit, mais il faut tout ce que j'avais en tête tout le temps dans l'adaptation, c'était de me dire il y a une structure particulière de ce récit, pas forcément mais avec des surprises et des choses qu'on joue aussi avec le spectateur. Mais ce qui compte le plus, ce sont les personnages. Il faut jamais les perdre, voilà. Mais des personnages ancrés dans un mode de récit et une histoire racontée d'une manière particulière. Toujours sur l'écriture, et même si c'est une adaptation, voire une réécriture de la BD, est-ce que vous avez pensé à composer ce film un petit peu comme on compose comme on lit une BD, c'est-à-dire planche à planche, voire tome à tome? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Non, honnêtement, j'ai pensé. Je suis resté par bien des égards fidèle à la bande dessinée parce qu'elle est très bien scénarisée sur plein de choses que je la trouve brillante. Donc, il s'agissait pas de trahir pour trahir, il s'agissait mais ça ne se raconte pas forcément de la même manière un film et une bande dessinée. Donc, à un moment, vous la refermez et en termes de rythme, de séquence, d'écriture, même dans les scènes, vous êtes obligé de travailler cinématographiquement et plus en termes de BD. Mais donc non, j'ai pas réfléchi en termes de, y compris pour le découpage d'ailleurs, j'ai pas pensé en termes de planches. Forcément, mon imaginaire, il était tapissé des images de la BD puisque je l'ai lu la bande dessinée, mais il s'agissait pas de faire un décalque visuel. Parce que moi, à un moment, je n'ai pensé que film et voilà, j'ai par exemple Camille Jourdi, elle a dessiné Dole dans le Jura, et ça rend très bien dans la BD. Moi, je me suis pas vu tourner là, parce que ça correspondait pas exactement à ce que moi j'avais en tête, alors que j'aurais pu reprendre les mêmes décors que la bande dessinée. Non, j'ai été me balader dans plusieurs villes et finalement je me suis arrêté sur Nevers parce que ça correspondait un peu à ce que je recherchais en termes de sinuosité des rues, de lumière, d'espace. Et ça pour un peu tout dans le film, si vous voulez. Par exemple, les costumes, on n'a pas repris les costumes de la bande dessinée, pas parce qu'ils sont pas bien, mais c'est parce que voilà, avec Isabelle Panetier, on a pensé d'abord au personnage du film. Après, il y a des petits éléments qu'on garde. Les lunettes de Rosalie, elles sont rondes comme dans la bande dessinée.
C'est vrai que parfois, on parlait de Nevers, on a vraiment l'impression d'être dans une ville moyenne, importante, enfin, la sous-préfecture. Et puis parfois, on croit vraiment être dans une bourgade, quoi, un tout petit village. Et ça, tout ça, c'est quand même tourné à Nevers. On a tourné quasi tout à Nevers, sauf une journée à la Charité-sur-Loire, qui est à côté de Nevers. Et puis le reste, et on a tourné à Paris un décor qu'on trouvait pas à Nevers, et puis un décor du film qui est tourné dans le Nord, quoi, à la fin, je sais même, qui est tourné à Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Et la scène du cerf-volant, c'est à Nevers aussi? Non, c'est à la Charité-sur-Loire. D'accord. Parce que là, ça fait plus petit village, effectivement. Et la mer, alors, C'est effectivement plus petit, mais c'est raccord, je trouve, quand même, avec... De toute façon, dans le film, il est pas dit que c'est Nevers. Moi, j'ai l'idée, c'est que ce soit un peu l'imaginaire qu'on a d'une petite ville de province française de taille moyenne, qu'on puisse pas identifier mer, montagne, nord, sud. Et moi, voilà, du coup, j'ai cherché en Bourgogne. L'épicerie, quand même, on dit que l'épicerie, elle est dans le village d'à côté, et je me rappelle que c'est Oui, j'ai dit mon plaisir, mais j'ai inventé le nom en écrivant, quoi. Parce que pour moi d'ailleurs, j'imaginais pas que c'était un village à côté. Oui, je me suis dit que c'était un quartier. Je voulais que ce soit un truc évocateur. Mais c'est marrant que le personnage que t'aies trouvé quand même un nom qui s'appelle Montplaisir, que le personnage fuit sa mère et qu'il aille jusqu'à Montplaisir. Oui, non, mais je n'ai constaté qu'après, je ne sais même plus comment ça est venu. Est-ce que c'est On revient à Freud, messieurs. C'est vrai qu'on sent Centre-France. Alors, est-ce que j'ai été influencé? Je sais pas. On a l'impression que c'est la France du milieu. Mais c'est ça, mais c'est un peu ce que je cherchais. Ouais. C'est pas typé, on n'est pas dans le Pays Basque, hein, c'est sûr. Je voulais pas que ce soit typé. On n'est pas en Alsace, on n'est pas en Bretagne, quoi, donc, exactement. C'est la France. Je cherchais un truc pas typé. Pas typé, mais qui est quand même du caractère. C'est-à-dire que ce soit... Et finalement, il y a une géographie un peu... Il y a des spectateurs qui découvrent le film et qui ont l'impression de la connaître à la fin, cette petite ville. Alors que finalement, c'est pioché différents endroits de Nevers. Comme vous le disiez, il y a un moment, c'est de la Charité-sur-Loire, mais ça compose une géographie un peu... Il n'y a pas un petit air de Tonnerre? Tonnerre, non? C'était ça, le film? Tonnerre? Ouais, Tonnerre, c'est plus petit, un Tonnerre. On fait le meilleur vin du monde. Bah, ouais. Le premier plan du salon de coiffure, on a l'impression que c'est la série de photos de Depardon. Là, mais alors c'était mon inspiration. C'est en fait mon inspiration, c'était ça. Ah d'accord. C'était quand j'ai pensé après visuellement au film, je me suis dit, je pense que l'une des choses qui m'attirait dans ce film, parce que c'était l'idée de tourner dans. Je ne peux pas bien vous dire pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par des petites villes de taille moyenne en France. J'y vais souvent me balader ou parfois écrire. Et du coup, d'ailleurs, j'ai été très sensible au travail de Depardon quand il a fait ça, et puis cette expo qui était à la BNF. Et quand je me suis mis à réfléchir, parce que une fois que j'ai eu écrit le scénario, je me suis dit, bon, mais maintenant, il va falloir quand même visuellement que ça ressemble mais alors à quoi ça va ressembler? Ça comme n'importe quel réalisateur, ça me taraudait, me prenait la tête, et en cherchant un peu mes références iconographiques, voilà, c'est la première chose qui m'est venue, c'est ça. Et alors, pour l'anecdote, assez drôle, c'est que, du coup, quand j'ai rencontré d'ailleurs la chef décoratrice Marie Cheminal, je lui ai dit, ben voilà, moi ce que j'imagine, je lui ai donné le scénario, puis ce que j'imagine, c'est un peu cette ambiance de la France de Depardon. Mais je ne sais pas encore où je vais tourner, je vais aller me balader dans des villes, je te raconterai, on en discutera et tout. Et puis j'ai choisi Nevers, je lui ai montré les photos, on discutait tout ça. Et à Nevers, je me suis aperçu, mais après, qu'en fait, il y a une photo de la France de Depardon, qui est à Nevers, et un tabac, ouais, qui est le même endroit, et on a d'ailleurs tourné un plan, mais je crois malheureusement qu'il n'est plus dans le film. Et le salon de coiffure, c'est un décor ou c'est un vrai? C'est un vrai, un peu aménagé par Marie Cheminal et son équipe. D'accord. Il y a beaucoup de salons de coiffure à Nevers, c'est incroyable. Non mais la devanture, elle est vraiment... Alors, ils l'ont dépouillé ou... Ils l'ont... Non, il est assez fidèle. Il est assez fidèle. Masculin, féminin. Non, ça c'est rajouté. Énormément. Le masculin féminin est rajouté par la décoration. Et les dialogues alors? Parce que alors, les dialogues, c'est des dialogues de coiffure, on va dire, c'est issu de la BD ou c'est issu d'un... Alors, et au bout d'un moment, non, je crois que ça doit être un mix ou issu de mon esprit. Il doit y avoir un peu, ça doit être un mixte.
parce que dans la BD, je crois qu'il y a de la météo, et moi j'ai dû en rajouter d'autres, je me souviens plus, franchement, non, je me souviens plus exactement, et c'est issu de mon expérience et de mon imaginaire. Vous parliez de suspense, de surprise, vous aviez vraiment envie de brouiller les pistes, surtout il y a beaucoup de fausses pistes dans la deuxième partie du film. Oui, fidèle à la BD. Non, c'est un mélange, mais non, j'avais envie de jouer avec j'avais envie que moi j'aime bien quand le spectateur est actif quand il regarde un film en fait, qui cherche aussi, et que tout lui soit pas donné d'entrée et qu'il y ait son imaginaire qui fonctionne. Et j'ai l'impression que ce film permet ça, de par à la fois les surprises qu'il révèle et puis de par les non-dits. Donc je vois bien qu'on se raconte des choses et puis finalement les choses s'assemblent petit à petit. Mais du coup il faut travailler, oui, c'est un travail au scénario ça. Évidemment, maintenir une forme de tension, de fausse piste, de surprise. Comment tous les deux vous placez le film? Pour vous, c'est une comédie ou pas? Oui, c'est une comédie dans le sens où il y a des choses drôles, mais c'est pas une pure comédie, c'est pas qu'une comédie. Moi, ça me plaît, en fait, je dirais pas qu'il est inclassable, parce que c'est pas ce qu'on va dire, mais on peut pas forcément le mettre dans un format, en fait, et je vois pas pourquoi toutes les choses dans la vie devraient forcément être dans un format. Si je me permets, je dirais que ce serait un thriller sur l'intime. C'est-à-dire que d'habitude, on essaye d'enquêter sur quelque chose d'extérieur, et là, en fait, on se rend compte qu'on est sur les révélations intérieures, et sur de se révéler intimement. D'en apprendre plus par des événements sur soi que sur les événements sur lesquels on enquête. En tout cas, il va se mettre à suivre un peu cette Rosalie le personnage en tout cas va se mettre à suivre Rosalie Bloom, et ils vont en apprendre beaucoup plus sur lui au final. Je dirais que c'est aussi une comédie de manière très légère. C'est un thriller sur l'intime. Une comédie avec de l'émotion, j'espère des envies de la poésie. Ouais, c'est très doux. Vous aviez envie de faire un film choral pour parler du film oui, ça me plaisait. L'une des nombreuses choses qui me plaisait dans la bande dessinée de Camille Jourdi, c'est qu'il y avait une galerie de personnages extrêmement attachants, et voilà, l'idée de travailler avec plusieurs acteurs, et j'ai essayé. Après, c'est difficile quand il y a beaucoup de personnages de pas les perdre en route, de les traiter ou de porter un regard. Comment dire, un regard avec autant, excusez-moi, je perds mes mots, oui, de travailler tous les personnages, y compris les personnages secondaires, qui soient pas laissés sur le côté, en fait. Ça se ressent. Ça c'est l'une des complexités du scénario, parce que maintenir le rythme et le récit, travailler avec les fausses pistes ou le suspense ou l'humour dont vous parlez et tout en gardant chaque personnage quand même le soin d'évoluer et d'être nourri, voilà, c'est l'une des complexités du scénario. Mais oui, c'était l'une des choses qui me plaisait. Qu'est-ce qui était le plus important pour vous deux, je crois, dans le film, et dont vous êtes le plus fier? Qu'est-ce qui était important pour vous et dont vous êtes le plus fier au vu du résultat? Alors, ce dont je suis le plus fier, c'est le casting. Enfin, il y a deux choses dont je suis fier. Je suis fier d'avoir été au bout, parce que c'est toujours une aventure, un film, et vous passez par tout un tas d'étapes compliquées. Donc, et quand je vois le résultat, après j'ai plus le recul sur mon propre film, mais ce dont je suis vraiment fier, et ça, c'est le casting, les comédiens, les comédiennes. Je trouve j'aime les voir jouer. J'ai passé beaucoup de temps au montage à les regarder jouer, et je les aime. Et pour moi? Oui. Je suis assez fier de ce que Julien a réussi à faire, en fait. Parce que quand je me suis lancé là-dedans, j'avais le seul guide que j'avais, c'était la confiance que j'avais avec Julien, et je suis hyper heureux qu'il soit allé complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire que plus il m'a fait confiance, ça m'a fait progresser, et je suis super heureux de voir que c'est pas
J'ai vu un mec qui a vraiment bossé pour que l'histoire, elle soit là avant tout. C'est l'histoire avant tout. Et je suis très fier, moi, d'avoir participé à un projet mené par c'est un vrai cinéma d'auteur. C'est-à-dire que c'est un auteur, vraiment, qui a réalisé son film, qui l'a pensé. Chaque plan a été pensé en amont. Quand je suis arrivé, je n'avais, entre guillemets, qu'à jouer la partition de Julien. Et je suis très fier de faire partie d'un film qui, quand on en sort, en tout cas, et j'ai fait une avant-première avec mes proches et avec d'autres gens, on a vu à Nevers, on a vu dans d'autres villes, ça fait du bien. Et je suis fier de ça. Parce que je trouve qu'on en a bien besoin. D'avoir une sorte de petit coussin d'1h30, bien rythmé, d'avoir des moments de poésie et des moments aussi où on peut s'identifier à travers, peu importe les personnages, on peut quand même s'identifier. Quand on va au cinéma, généralement, on a toujours une émotion actuelle, quelqu'un nous fait chier ou on a un problème dans notre vie, on sait pas, on a des choix à faire, on n'a pas de réponse à ces choix. Et quand on se pose, on regarde Rosalie Bloom, il y a sur plusieurs terrains des clés qui sont apportées et on s'identifie toujours on veut avoir les réponses en fait. On a envie d'avoir les réponses à des choses auxquelles on n'a pas. On n'a même pas les questions d'ailleurs, mais on veut avoir ces réponses. Et je pense que Rosalie Bloom fait du bien à ce moment-là. Ça nous détend, ça nous fait du bien, et ça nous fait positif. La musique, c'est une demande que vous avez faite à votre frère? De travailler avec moi? Ouais. Ah ouais, bah oui, non, mais il aurait pu vous proposer, puisqu'il fait beaucoup de musique de film par ailleurs. Ouais, Martin, mon frère Martin, il est chanteur à l'origine. Enfin, il fait de la musique depuis qu'il est adolescent. Il a fait 3 albums comme chanteur, des albums de variété très de qualité et très mélodique. Et depuis plusieurs années, les compositeurs de musique de film. Et moi, j'ai toujours aimé ces mélodies, et donc je lui ai proposé naturellement de travailler avec moi, tout en me disant mais j'espère que ça va bien se passer, parce que si ça se passe pas bien, travailler avec son frère, ça va être bien compliqué. C'est surtout dimanche midi pendant les repas, ça va être. Et que si je lui dis ben j'aime pas, ça va pas, c'est pas ce que je veux là, ça m'aurait vraiment embêté. D'ailleurs les toutes premières réunions, j'étais un peu tendu quand il disait la musique, parce que je me disais quel mode on va, parce qu'on est très proches, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et c'est dur de bosser avec son frère, c'est méga dur. Pas, mais ça s'est très bien passé. C'est super dur de bosser avec son frère. Ça s'est vraiment bien passé, parce que déjà il avait lu le scénario depuis longtemps, et je lui avais parlé du projet bien en amont. Il connaît très bien le cinéma aussi, donc il l'avait infusé en fait, et ces personnages-là, ce film-là, il l'avait en tête avant même que je le réalise en fait. Je sais pas comment je pense qu'il avait bien compris l'humeur dans laquelle j'étais. Il a composé avant le... Non, mais je dirais que lui, son travail, il a démarré avant de voir les images dans sa tête, en fait. Je suis pas musicien, donc je sais pas comment ça se cristallise en lui, mais et voilà, et ensuite on a eu un vrai dialogue constructif, c'est-à-dire au montage, à chaque il venait régulièrement, il voyait une partie du film, c'est pas mètre par mètre, mais il voyait toujours 20 minutes par 20 minutes, puis on discutait des endroits où il pensait qu'il fallait mettre de la musique, nous on pensait avec le monteur, et puis il faisait écouter des thèmes après, et puis je disais ben non, là, ceci, là, cela. Et j'aime beaucoup, oui, mais enfin en fait ça c'est vraiment, j'aime beaucoup la musique qu'il a faite. Après c'est un vrai travail, hein. Mais puis je trouve que son univers musical correspond bien au film. C'est-à-dire que je pense que un autre genre de film, peut-être que j'aurais pas travaillé avec Martin, parce que je me serais dit c'est pas le compositeur le plus approprié, mais Rosalie Bloom, ça lui va bien. Pour parler de famille, est-ce que vous aviez des conseils de votre père en tête pour la réalisation, qui vous donne, je sais pas, des choses qu'il a pu dire quand vous étiez petit, qui vous anime? Non, en fait c'est un tout. C'est-à-dire que je pense que c'est... En fait, moi, mon père, il m'a toujours dit, fais pas de cinéma. Donc, on parlait beaucoup de cinéma à la maison. On est né avec Martin dans une famille de cinéma, mais voilà, c'est vrai que c'est un métier compliqué. On passe par beaucoup de phases diverses et variées. Et du coup, j'ai fait des études, je suis devenu journaliste, et puis finalement, au hasard, qui m'en est peut-être pas un, c'est lui qui m'y a ramené, parce que quand il s'est mis à travailler sur un Bon Voyage, le scénario de Bon Voyage, comme on est proche, on discutait, puis on discutait, plus je rebondissais scénaristiquement. Finalement, je suis mis à l'écrire avec lui, et du coup, en écrivant avec lui cette première expérience scénaristique, on a passé vraiment, c'est assez long, les écritures avec mon père, on a passé peut-être plus de 3 ans à travailler régulièrement ensemble, donc j'ai beaucoup appris, et d'une manière, c'est pas une liste de conseils, c'était en faisant, je sais pas comment l'exprimer mieux que comme ça. Mais donc ensuite, sur le film, il m'a pas donné
conseil. Il m'a pas dit tu vas réaliser, fais-le. Mais en fait, voilà, forcément, il y a des choses que j'ai retenues à son contact sans qu'il ait eu à me les dire. C'est en l'observant. Après, j'ai fait à ma sauce. Mais il a un truc que j'ai pu remarquer, en tout cas pendant son film, c'est que il ne s'endort pas pendant le film. Il n'est pas, quand on est dans une première réalisation, généralement on est fasciné par les images, des acteurs et tout. Il savait très bien où il allait. Il savait très bien comment sa scène était montée. Il savait tout d'avance. Et ça, c'est une grande qualité chez un metteur en scène, c'est que, en plus pour un acteur, on arrive et on ne peut faire que confiance parce que la personne sait ce qu'elle veut. Mais je trouve que c'est une grande qualité. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de metteurs en scène, généralement dans les courts-métrages, quand on fait des courts-métrages, c'est leur premier court-métrage, leur première équipe, donc ils sont là, ils sont fascinés par le cadre, ils osent pas dire et tout. Là, Julien, il savait très bien où il voulait aller. Il savait très bien utiliser les mots qu'il fallait pour, justement, donc c'est une expérience assez innée qu'il a développée au contact de inné, parce que c'est vraiment sa naissance en tant que réalisateur. Mais je pense que tout le contact qu'il a eu avec tous les scénaristes avant et les réalisateurs des films dans lesquels il a travaillé, ça lui a servi de manière totalement... C'est devenu instinctif chez lui. Quand il me dit je joue une scène, il me dit plus de rythme, plus vite. On va s'ennuyer. Ça me parle. Entre autres. Comment avez-vous réfléchi sur la temporalité du film où l'histoire se passe aujourd'hui? C'est contemporain. En même temps, on parlait du salon de coiffure. Il y a plein de choses un peu démodées. Le langage du cousin. Elle utilise un appareil photo argentique, pas un numérique. Ça, c'est des choses de la BD ou c'est des choses que vous avez rajoutées? Non, c'est des choses que j'ai. Un t-shirt de Dr Feelgood, plus personne ne connaît. C'est des choses que j'ai rajoutées. C'est des choses que j'ai rajoutées, mais c'est vrai que alors j'ai pas cherché à faire spécialement vieillot, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Que ce soit intemporel, parce que cette histoire, elle a un aspect un peu conte, c'est comme un conte réaliste, moi je dis parfois. Donc ça me... mais en réalité, vous allez dans certaines villes, je vous dis, le salon de coiffure, on l'a pas radicalement transformé. Hein. Je veux dire, on n'a pas reconstruit la ville de Nevers. Il y a quand même plein de villes qui ont un côté encore intemporel en France. Voilà. Mais oui, il y a cet aspect-là. Après, par exemple, sur l'argentique, je me suis dit que ça correspondait bien au personnage de Aude par rapport à son envie de faire de la photo, et voilà. J'ai pas réfléchi en me disant c'est intemporel, elle fait de l'argentique. C'est plutôt, je me suis dit que le personnage aurait choisi un appareil argentique. Mais quelque part, c'est cohérent avec Nevers, en fait, cette ville qui n'existe pas. Je trouve ça cohérent avec la ville. L'Argentique, par exemple. Oui, je suis d'accord. Il y a un côté intemporel aussi. Il y a un côté très intemporel qui s'inscrit bien dans l'histoire. C'est que l'histoire, je pense, dans 10 ans, la substance de l'histoire sera toujours là. Je pense que elle est basée sur des émotions qui sont assez intemporelles, cette histoire. C'est pour ça qu'on s'y reconnaît. C'est ce qui a réussi. C'est que l'image latente, il faut la révéler. Pas le numérique, c'est instantané, c'est tout de suite. Argentique, il y a une durée, c'est une image latente. Voilà. Il faut passer par un révélateur, il faut la mettre il y a un secret toujours dans Il y a une excitation, il y a un désir sur la photo. Et Depardieu, il travaille en argentique? Depardieu, oui, je pense qu'il travaille en argentique. Ouais. Qui posait dans... on voit les photos, d'ailleurs, il y a une sorte de making-of de sa série sur la France. Dans le fameux film, c'était la France, non? Journal d'en France. Journal d'en France, ouais. Donc effectivement, c'était tout à la chambre. Ouais. Voilà. Et c'était la même ambiance quelque part. Oui, mais elle me plaît beaucoup, cette ambiance-là. Ouais. Je trouve qu'elle correspond bien à cette histoire. Et elle devrait durer. À propos d'ambiance, tiens, je trouve que les intérieurs sont très très chauds. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, la maison, même l'appartement de Simone d'Anémone, quoi. Donc c'est très chaud, on est dans des ambiances BD quelque part. C'est graphique, très graphique. Oui. Moi, comme c'est un conte réaliste, je voulais pas que ce soit traité visuellement d'une manière totalement naturaliste, c'est-à-dire totalement. Je voulais, avec Pierre Cotreau, notre chef opérateur, et Marie Cheminat, la chef déco, ou Isabelle Panetier au costume, retrouver une certaine douceur et un peu chaleur dans l'image
Mais sans être non plus dans un truc artificiel, parce que je veux qu'on croie ces personnages. C'est-à-dire, je trouve que c'est pas, enfin, j'ai plus envie, mais que c'est pas poussé non plus dans un excès visuel trop chargé ou trop de. Mais voilà, fallait retrouver. C'est cocon, quoi, quelque part. C'est ça. Une douceur. Voilà. Ouais. Et donc la fameuse scène du réveillon du 31 décembre, Oui, le medley d'extérieur là, on a envie d'y aller, quoi. Oui, en plus pour celle-là, ça se. On va pas raconter pour le leader, mais comme c'est effectivement à la fin, ça va dans le sens aussi de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un moment où la chaleur est quand même revenue dans ces villas, que visuellement à l'image vous soyez dans une tonalité un peu plus chaude, c'est cohérent. Donc effectivement, elle est par exemple pas exactement travaillée de la même manière. Aviez-vous imaginé une suite à la relation entre Rosalie et son fils Thomas? Alors c'est marrant parce qu'on m'a déjà posé la question. Au-delà de la boîte aux lettres, justement. Moi, ça me plaît que ce soit laissé à l'imagination du spectateur. Chacun imaginera ce qui va se passer. C'est un petit peu spoiler, d'ailleurs. C'est un petit peu spoiler. Non, mais c'est pas pour le raconter, c'est une question. Non, non, pour moi, voilà, chacun a sa version. J'ai la mienne au fond de moi, mais je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien quand quand au cinéma, voilà, on peut, la fin est un peu ouverte aussi. c'est vrai, c'est une fausse fin. Là, vous voyez les pistes puisque vous rajoutez une autre scène après. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans la bande dessinée, cette dernière scène, que je trouve une idée très forte de Camille Jourdi, qui est que, donc là, on va pas le raconter à vos lecteurs ou auditeurs, mais il y a que Vincent ait vu, c'est-à-dire que quand c'est tout à fait d'un point de vue psychanalytique cohérent et assez frappant de se dire que quand on a une scène traumatisante dans notre vie, quelle qu'en soit la cause ou l'événement, notre cerveau peut imprimer un événement parallèle, sensitif, visuel, olfactif, auditif, et puis l'inconscient fera son affaire et voilà, Vincent, elle est quand même marquante cette scène avec sa mère quand il a 10 ans. Et lui, il a imprimé le visage de cette Rosalie sans plus s'en souvenir, mais voilà, ça l'a. La scène ne dit pas, freudien, c'est si lui, il a cette révélation ou pas. Non, elle n'a pas. Montre. Mais Si, elle le lui, ça lui est révélé. Ah non, elle dit qu'il ne l'a pas. Moi, par exemple, c'est une vraie question que je me suis posée au scénario. C'est exactement parmi les 1000 questions que vous posez quand vous faites un scénario. 3 options. Vous ne mettez pas la scène. Moi, voilà, pour moi, c'était important de savoir. Il n'a pas suivi Rosalie pour rien. Je trouve que c'est une idée forte. Voilà. Et ça tient le spectateur en haleine. Pourquoi soit à un moment, il a la révélation et il se dit bon sang, mais c'est bien sûr, mais ça je trouve ça pas, ça ne me plaît pas, je trouve ça pas harmonieux, cohérent. Ouais. Soit, et j'ai gardé comme c'était là dans la bande dessinée, c'est comme un épilogue en fait, c'est déconnecté du point de vue du personnage. Voilà. Et peut-être s'en souviendra-t-il un jour, peut-être jamais. Pareil, le spectateur, c'est son chemin. Et ça rassure le spectateur, certainement. C'est-à-dire que le spectateur ressort apaisé. Pour les publics un peu... comment vous dire, ces gens qui ont envie que les choses soient quand même assez claires quand ils rentrent chez eux. Oui, mais c'est pas le... frustrer ceux qui veulent bien... Non, mais le petit, surtout il y a un truc qui est très remarquable, c'est le petit Jawen qui est incroyable. Le petit garçon, le petit garçon qui joue Vincent Petit est très fort. Mais c'est finalement c'est la seule fois du film où il y a un narrateur omniscient. Tout ce qui est narré autrement, ce sont les personnages eux-mêmes qui sont. Oui, tout à fait. La chanteuse Luna Piccoli-Truffaut, elle a des liens de parenté avec ses illustres patronymes. Avec l'un des deux, mais je ne sais pas si elle lui oui, c'est la petite fille de François Truffaut. D'accord. Mais après, moi je ne le savais pas quand j'ai choisi. Je sais pas si elle le dit forcément. Donc, et ben Piccoli, non. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas le même nombre de C ou de l'orthographe est un peu différent. Ouais. Mais en fait, j'ai fait un casting et puis j'ai vu plusieurs chanteuses, vidéos de chanteuses comédiennes et voilà, quand j'ai vu, j'ai trouvé j'ai adoré la façon dont je voulais qu'elle chante une reprise de cette chanson
de Belle et Sébastien que j'avais choisi dès le scénario. Et puis j'ai regardé sur vidéo, j'ai trouvé super. Puis à la fin, elle se lève, elle était en fait dans sa baignoire avec sa guitare parce qu'elle trouvait que l'acoustique était meilleure. Enfin, j'ai trouvé que le personnage était extrêmement Comme John Lennon. ça finissait la chanson, c'était très, il y avait une magie parce qu'elle la chante vraiment bien. Et hop, elle se lève, elle est dans sa baignoire. C'est très rigolo. Tu as participé à ce morceau-là? Et il était à l'enregistrement. Ouais, c'est pas lui qui l'a composé parce que c'est une chanson de Belle et Sébastien, mais comme c'est une version neuve puisque c'est une retraite artistique, il était là. Et les animaux? Les animaux, tout un travail, un casting d'animaux avec un dresseur, Chez le même éleveur, Pierre Cadéac. Non, pas chez le même éleveur, enfin le même dresseur, le même responsable animalier qui s'appelle Pierre Cadéac, qui est un des tout meilleurs en France. Donc voilà, je voulais un chat Maine Coon, donc j'en ai vu plusieurs. J'ai choisi ce chat-là qui s'appelait Cupidon, qui le premier jour s'était échappé de l'appartement. Au début, je me suis dit, on va pouvoir tourner. Le dresseur était comme un fou dans l'appartement, à le chercher partout, il s'était enfui dans l'immeuble. Casting de Chocho. C'est dommage qu'il ne soit pas dans le cerceau d'ailleurs, le lion. Non, il fait pas grand-chose, ce Chocho. Sinon, il serait heureux colocataire. Et c'est quoi, c'est un caïman? Il n'y a pas bien de bêtises, je ne sais pas. J'ai choisi sur photo les crocodiles, mais je ne sais même pas quel C'est un instrument, c'est choisi un animal, pardon, qui vivace. qui refroidit très vite, parce qu'il a le sang-froid. C'est-à-dire qu'il faut le maintenir au chaud en permanence près d'une sorte de gros bec benzène de chauffage, sinon son sang redevient froid et après il bouge plus. Ouais. Donc il faut en permanence prendre soin des animaux, c'est Puis très ça très donne important. des bons petits coups de queue. Ça n'est pas bien gros, c'est assez mais fort. Ouais. Et le chouchou imitation du lion, ça vient de la BD ou ça vient de la BD. Sur YouTube en Chine, là, où ils ont fait passer... non, ça vient de la BD, ça vient de la BD. D'accord. Je suis bien. Merci messieurs. Merci Merci beaucoup. Merci.